Bonjour à tous et bienvenue dans Présidentiel Hebdo. Bonjour Aude Moracchini. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et l'actualité de cette campagne cette semaine, Nicolas Sarkozy passe en tête dans les sondages de premier tour. Pas un déplacement, pas un meeting sans une attaque frontale contre François Hollande. Le candidat du PS, lui, ne s'estime pas inquiet de cette érosion, pas de changement de stratégie. Il veut être le candidat de la cohérence. On ne l'arrête plus, Jean-Luc Mélenchon, le candidat Front de Gauche, a le vent en poupe. Ses meetings affichent complet. Coup de projecteur sur la campagne de celui que les sondages annoncent déjà comme le troisième homme de cette campagne présidentielle. Enfin, quelle est l'humeur des Français à quelques semaines du premier tour? Savez-vous déjà pour qui vous voterez? Nous avons pris la température dans un café parisien. Reportage à la fin de cette émission. Et avec nous pour commenter cette actualité, deux journalistes de la presse étrangère cette semaine. Jean-Noël Cueno, bonjour, vous êtes journaliste suisse, correspondant de la Tribune de Genève et de 24 heures de Lausanne. Et à vos côtés, Alberto Toscano, journaliste italien et correspondant de la RAI. Alors si vous me le permettez, je vais dire que vous êtes des vieux routards des campagnes présidentielles françaises. Alberto Toscano même depuis 1980. On va vous demander à tous les deux d'abord un petit mot pour qualifier cette campagne. Surréaliste. Surréaliste dans le sens qu'elle est loin de la réalité. C'est comme si les candidats avaient décidé de parler de sujets qui ne sont des sujets réels sur lesquels ils devront réellement se mesurer. Les sujets réels est la réforme de l'État social et la dette, la situation économique. Et il parle de taxer au-delà du million, de sortir de Schengen, une chose plus farfelue que l'autre. Voilà. On y reviendra tout à l'heure. Alors, j'ai trop d'affection pour le surréalisme, pour dégrader ce beau mot dans ça une campagne bien. présidentielle qui, franchement, n'est pas terrible. Pour moi, je la jugerais incohérente. On vous balance des chiffres de ci, de là, tous faux, d'ailleurs, en général. On ne sait plus où on en est. Et il y a évidemment la séquence Toulouse, Méra, qui là a aiguisé certains discours très musclés et encore plus à droite qu'ils ne On va en reparler, mais être. cette campagne, vous ne la jugez pas intéressante? Pourquoi est-ce que vous dites aujourd'hui surréaliste, pas très intéressante? Elle est intéressante dans le sens qu'elle révèle ce qu'il y a dans la tête et dans la ligne politique, dans les désirs des candidats. Mais elle ne sert pas, elle ne se joue pas sur les terrains fondamentaux pour l'intérêt du pays. Alors nous, on a le problème en France de cette égalité de temps de parole qu'impose le CSA, qui fait que les médias hésitent à inviter en plateau beaucoup de politiques pour la seule et bonne raison que c'est très difficile d'appliquer cette égalité. C'est peut-être ça aussi qui explique que nous n'avons guère de débats qui entrent dans les foyers, finalement. Peut-être. Oui, moi je trouve ces restrictions un peu bizarres, personnellement. Moi j'ai toujours plaidé pour la liberté. Vos pays respectifs, vous n'avez pas En Italie, oui, il y a une loi dite de la par condicio, les Italiens parlent toujours latin qu'ils peuvent, et qui règle le temps de parole, mais l'expérience dit que Berlusconi, étant propriétaire des 3 chaînes de télévision, a toujours fait tout son possible pour contourner la loi. Chez nous, il y a un devoir, Non, mais de toute façon, les élections ne sont pas du tout la même chose. Enfin, il n'y a pas une personnalisation. Oui. C'est un pouvoir qui est collégial. Il y a énormément de contre-pouvoirs. Il y en a tellement d'ailleurs qu'on ne sait même pas où ils sont, où il est le pouvoir. Et le scrutin est proportionnel, toujours, pour les assemblées. Enfin, pas toujours, parce que le Conseil des États, lui, est plutôt majoritaire. Mais enfin, la plupart des élections sont à la proportionnelle, et ça change complètement tout. Alors on va s'intéresser à ce qui s'est passé cette semaine dans la campagne. On va s'intéresser tout d'abord à la campagne de Nicolas Sarkozy, désormais en tête des sondages de premier tour. Le président candidat qui ne manque pas une occasion de s'en prendre à François Hollande à chacune de ses sorties. Écoutez Nicolas Sarkozy, cette fois il est question du nucléaire. C'était mercredi lors d'un meeting à Elancourt en région parisienne. Écoutez. Alors voyons, Fukushima a tout changé. Mais Fukushima, c'est quoi? Nous y avons été avec Nathalie. C'est quoi? C'est un tsunami. Monsieur Hollande dit, la première centrale nucléaire, je fermerai en urgence Fessenheim. Bon, j'avais quand même gardé quelques souvenirs de géographie de l'école. Mais je regarde une carte. Je dis Fessenheim. C'est l'Alsace.
Mais je lui dis, mais c'est où la plage en Alsace? Ensuite, la deuxième qui veut le fermer, c'est Saint-Laurent-des-Eaux. Je m'y précipite. Il me dit, des eaux. Il y a peut-être un risque de tsunami. Ben, c'est la Loire. Et ça veut diriger la France. Alors quand vous entendez ça, Jean-Noël Queno, est-ce que c'est le one-man show Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est le candidat permanent? Oui, alors c'est le candidat permanent. C'est marrant parce que c'est le sortant, c'est le tenant du titre qui est outsider, qui se veut comme outsider, qui prend les gants de l'outsider, qui prend les mots de l'outsider, qui combat. Mais c'est quand même lui qui est tenant du titre. Donc, il y a un moment donné, on va dire, mais c'est bien, vous voulez changer tout, c'est magnifique, pourquoi vous ne l'avez pas fait en 5 ans? Il est plutôt bon, non, dans cet exercice de « je suis un nouvel homme, je serai un nouveau président ». Moi, j'y crois pas une minute, mais peut-être, apparemment... L'interview de Paris Match, cette semaine, vous n'y croyez pas? Non, j'y crois pas du tout, mais peut-être que ça marche. Je veux dire, c'est pas parce que je n'y crois pas que ça ne marche pas. Apparemment, ça a l'air de marcher puisque les sondages lui sont favorables. La scène que vous avez montrée est révélatrice. On joue la campagne sur une polémique d'apparence, sur une polémique à effet, la Loire, la plage, tout ça. Le problème du nucléaire est un problème réel. Le problème de la sécurité nucléaire est un problème réel. Il a tort d'employer l'humour dans ces cas-là? Mais excusez-moi, il y a un problème réel et parfois dramatique, potentiellement dramatique. Je ne dis pas qu'il faut effacer l'énergie nucléaire, mais on ne peut pas contourner et effacer le problème de la sécurité nucléaire par des boutades. Ça, il le lie au risque de tsunami, finalement. Voilà, le tsunami dans la Loire, le tsunami dans le Rhin. Voilà, on joue sur des boutades, tandis que, malgré tout, la France même a vécu un problème de sécurité nucléaire à Crémalville avec Super Phoenix. On ne peut pas jouer sur ces choses-là. Alors là, il est question du nucléaire, mais on le voit à chaque sortie de Nicolas Sarkozy, où il s'en prend à François Hollande. Est-ce que la campagne se résume aujourd'hui à cet affrontement de Nicolas Sarkozy, François Hollande, et chacun allant d'une surenchère et allant presque sur un terrain de l'humour, ou pas d'ailleurs? C'est une campagne tête-à-tête avec un candidat président sortant qui me fait penser parfois à la campagne de 88. Il y a une situation où le président sortant et candidat à sa propre succession utilise, comme il peut, mais au maximum, les armes du pouvoir dont il continue à disposer en étant l'incarnation de la République et de la Fermera. On a très bien vu ça. Jean-Noël Queno. À quel propos? Sur cette campagne, on se tête-à-tête entre François Hollande... Oui, le tête-à-tête, il y est, mais enfin, il y a un tête-à-tête, il y a plutôt une tête qui bouge beaucoup, c'est celle de Sarkozy, et François Hollande qui est quand même assez récessif actuellement, on peut le dire. C'est sa stratégie. Une tête qui bouge beaucoup et l'autre qui bouge le moins possible. Exactement, voilà, nous avons des têtes qui ne bougent pas la même chose, et qui ne bougent pas en même temps en tout cas. Alors, est-ce que François Hollande est-ce qu'il va se réveiller? Je pense qu'il devrait le faire parce qu'il est en train de se faire quand même manger, notamment par Mélenchon, qui est quand même la seule révélation. On va écouter un peu François Hollande. Là. Chaque sondage le place donc désormais en seconde position au premier tour, avec un écart de voix qui se creuse avec Nicolas Sarkozy. À chaque sondage, il tente de reprendre la main. Et ce jeudi, encore lors de son meeting à Mont-de-Marsan, en terre socialiste, dans la salle François Mitterrand, il reprend l'exercice dans lequel il excelle, là encore, l'humour. On y vient encore. Ah, je l'ai entendu. Et vous aussi, nous faire cet aveu. Il a changé. Il a compris ce qu'était être président de la République. Il a mis du temps, hein. Il était en apprentissage long. Moi, j'appelle ça la période d'essai. On a vu. Eh bien, je vous propose de ne pas renouveler le contrat. Bon, l'humour, toujours? Si, ça montre une fois de plus, on est loin de la réalité, c'est la polémique pour la polémique, on essaie de faire sourire, on essaie d'amuser le public, les électeurs, on doit les convaincre, pas les amuser.
Et c'est la limite de cette triste campagne électorale. Alors finalement, François Hollande, lui, il est parti un peu tôt. Il a présenté son programme depuis un moment. Nicolas Sarkozy ne l'a pas encore fait. Il doit le faire la semaine prochaine. C'est peut-être ça aussi, cette période où l'un a déjà annoncé ses propositions et l'autre ne l'a pas encore fait. Oui, mais je pense que François Hollande aurait pu se montrer un peu plus pédagogue. Et je trouve que c'est ce qui manque un peu dans sa campagne. C'est bien gentil d'amuser les foules. Par exemple sur le thème de la dette, je veux dire, premièrement, sur le thème de la fiscalité, quand même développer ce qu'il entend, notamment par ces mesures qu'il veut prendre, les développer, les expliquer d'une manière un peu plus pédagogique. Et peut-être un peu moins en réponse par rapport à Sarkozy, même si les réponses par rapport à Sarkozy sont quand même relativement faibles actuellement. Mais voilà, on l'aurait aimé plus pédagogue et effectivement allant plus au fond des choses. Vous voyez, les deux fois où il y a eu une alternance vers la gauche en France, en 81 et en 1997, la gauche avait des mots d'ordre très clairs. Elle proposait en 80 l'abolition de la peine de mort, la retraite à 60 ans et blablabla, la nationalisation et tout ça. En 97, les 35 heures. Cette fois, la gauche joue sur la défaite de Sarkozy. En particulier, le candidat de la gauche joue. Ce n'est pas Hollande qui gagne, s'il gagne, c'est Sarkozy qui perd. Donc, c'est une gauche qui, dans ce contexte de crise, sait parfaitement qu'elle ne peut pas relancer des mots d'ordre, sauf Mélenchon qui n'a aucun espoir de les appliquer. Donc, il peut dire tout et son contraire, Mélenchon. Mais Hollande, qui peut devenir président de la République, sait très bien qu'il sera otage d'une réalité économique très difficile. Alors restons encore une fois sur François Hollande, sur sa campagne. Ce référendum anti-Sarkozy, est-ce que ça peut être son programme, Jean-Noël Quénot? Alors si c'est son programme, je pense qu'il va à la défaite. Il reste 3 semaines, est-ce que ça s'annonce comme cela pendant 3 semaines encore? Voilà, alors je pense maintenant qu'il va falloir qu'effectivement ils prennent des mots d'ordre plus offensifs, pas se contenter effectivement de jouer défensif. Il va falloir qu'il joue un peu à l'attaque, mais de façon justement à ce qu'il nous propose quelque chose à la fois de concret et de simple à comprendre sur le plan pour le large public, pour que ça puisse mobiliser. Il manque d'éléments mobilisateurs dans cette campagne de François Hollande actuellement. Ce que vous dites, c'est qu'il gère actuellement l'avance qu'il a dans les sondages, uniquement. Voilà, c'est-à-dire qu'il fait un peu penser au coureur cycliste qui est largement en tête du peloton et puis qui musarde et se fait rattraper par le peloton. C'est peut-être un petit peu difficile aussi dans un contexte de crise de trouver des thèmes porteurs qui font rêver. L'abolition de la peine de mort, c'est acquis. Est-ce qu'il y a encore des grands thèmes porteurs comme ça? Je suis sûr que la peine de mort ait été un thème qui a été tellement abordé par Mitterrand à l'époque. On savait qu'il était contre la peine de mort. Je crois qu'il a pris quand même assez garde de ne pas trop le mettre en avant parce que la peine de mort était populaire. On se rappelle du Bourget quand il a dit qu'il était l'ennemi de la finance. Si, l'ennemi de la finance, c'est une phrase. Mitterrand, en 81, a dit « Si je suis président, je fais ça, 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 ça et ça ». Et c'était un programme clair qu'il a en partie réalisé, même sur des terrains où ensuite il a dû faire marche arrière. Et en 97, les 35 heures ont été réalisées, même si leur résultat n'a pas été terrible. Cette fois, on sait dire ennemi de la finance, c'est dire une phrase comme si vous dites je suis ennemi de la force de gravité parce que je pèse trop. Oui, c'est une phrase très sympathique, mais c'est pas un programme. On peut dire je suis ennemi de la finance n'est pas un programme de gouvernement ni un programme de mandat présidentiel. Une phrase vide. Et c'est un programme négatif. C'est-à-dire, je me fais qu'on aimerait quelque chose de plus offensif. C'est-à-dire, voilà, je propose cela de positif. Et non pas effectivement contre la finance. Moi, je suis aussi contre la pluie quand il pleut. Je veux dire, donc voilà, ça ne sert à rien. Il faudrait quelque chose qui mobilise, quelque chose, je veux dire, qui trouve, mais ça c'est à lui de le trouver, il est quand même dans la situation. C'est très clair, c'est où il dit des phrases, il fait des promesses qu'il ne peut pas tenir,
Et alors, un jour, il sera accusé d'avoir été menteur, et il dit la réalité qu'il doit appliquer, et la réalité qu'il doit appliquer est une réalité de rigueur. Parce que la rigueur que la France vient de voir pendant les derniers mois n'est rien par rapport à la rigueur qu'elle va avoir à partir de l'automne prochain. Alors vous parliez du manque de fonds des campagnes. Vous avez sûrement vu ce pastiche dans l'hebdomadaire britannique The Economist cette semaine qui montre le déjeuner sur l'herbe, le fameux tableau de Manet avec les têtes de Sarkozy, enfin de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Et ça titre l'élection présidentielle la plus frivole du monde occidental, la France dans le déni. Alors c'est un peu vexant pour nous, mais finalement ça rejoint très exactement ce que vous venez de nous dire. Oui, je pense que François Hollande devrait axer son propos, ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant, enfin ce qu'il avait fait auparavant, mais qu'il a à peu près abandonné, d'axer sur la justice. Voilà, on est effectivement, nous sommes dans une situation, on ne va plus vous raconter d'histoire, il va falloir avoir des mesures de rigueur. Moi, celle que je vous propose, c'est la justice, c'est la rigueur juste au fond. Et alors, Mélenchon peut peut-être s'engausser, mais je pense que c'est la seule réponse pour un social-démocrate comme François Hollande. On va parler de Jean-Luc Mélenchon un petit peu plus tard dans l'émission, mais je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que vous pensez que l'affaire qui a défrayé la chronique la semaine dernière, l'affaire Mera, est-ce qu'elle a changé le ton de la campagne? Est-ce qu'elle a changé définitivement aujourd'hui la campagne électorale en France? Dans la longue période, je ne crois pas. Non, ça n'a pas marqué. Sur les médias, oui. Dans les médias, oui. C'est pas le tournant de la campagne sur lequel on pouvait s'attendre. Le président de la République a eu un bénéfice étant président de la République. Donc, mais sur la longue période, et en particulier au moment qui sera déterminant, le moment entre les deux tours, je ne pense pas que l'affaire Mera en soi sera l'affaire qui aura beaucoup changé. Non, d'ailleurs, regardez les sondages. La sécurité ne fait pas partie des préoccupations urgentes et ardentes des Français. Donc je ne pense pas que ça se gagnera sur des thèmes de ce genre. Alors évidemment, Sarkozy en rajoute dans cette séquence pour que cette séquence Mera dure le plus longtemps possible. Donc, et on va traquer quelques djihadistes qu'on avait oublié de traquer auparavant, qu'on aurait pu peut-être traquer avant, pourquoi pas. On va essayer de faire monter en sauce cela. Mais ça, moi, je n'y crois pas non plus. Je crois que vraiment la préoccupation des Français, c'est le gagne-pain. En tout cas, ça ne vous surprendra pas. Marine Le Pen, cette semaine, est celle qui exploite le plus le filon de l'immigration et de l'insécurité. Je vous propose de réécouter ce qu'elle a dit dimanche dernier. C'était lors de son meeting de Nantes. Savent-ils que peut-être Mohamed Merah n'est que la partie émergée de l'iceberg? Combien de Mohamed Merah dans les avions, les bateaux, qui chaque jour arrivent en France remplis d'immigrés? Combien de Mohamed Merah parmi les enfants de ces immigrés non assimilés? Ce qui s'est passé n'est pas l'affaire de la folie d'un homme. La fille qui retrouve les accents du père? Oui, là, elle exploite son fonds de commerce habituel. Là, une fois de plus, la chose qui me fait mal, c'est de voir qu'il y a une partie réelle du problème, comme dans la sécurité nucléaire et comme dans l'immigration. Et on prend un problème qui est réel et on le traite comme s'il s'agissait d'une comédie à l'italienne. Je dis comédie à l'italienne, comme ça on ne peut pas m'accuser d'être anti-français. Ouais. Un mot sur Marine Le Pen, Jean-Noël Queneau. Écoutez, sa campagne, comment vous la jugez? Je la juge quand même un peu en dessous de la main actuellement. On sent que les vieilles recettes, quand même, ont de la peine à être renouvelées. Donc, au début, elle a effectivement surpris. Et maintenant, ça patine. Alors, ça patine pourquoi? Surévaluée, sous-estimée dans les sondages, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'elle est estimée relativement à sa juste valeur. Apparemment, moi, j'en sais rien. Je veux dire, on est à les 2-3 points près, je ne peux pas vous dire. Mais j'ai l'impression que, et j'ai l'impression que sur ce terrain-là, elle va avoir de la peine avec Sarkozy, qui reste quand même nettement plus pugnace qu'elle. Et lui, au moins, il a les moyens régaliens qu'elle n'a pas et qu'elle ne pourra pas avoir. Vous en parliez depuis le début de cette émission, on va s'intéresser à Jean-Luc Mélenchon. Il était en déplacement à Lille, au Zénith de Lille. Il y avait beaucoup de monde, il jouait presque à guichet fermé. C'est un reportage de Marie Labat et Pierre Lascar.
Il a l'air des grands jours, celui de l'homme tranquille qui parade au-dessus des 10% dans les sondages. Peu avant son meeting de Lille hier soir, Jean-Luc Mélenchon se permet même de tacler François Hollande. Hollande annonce un meeting en plein air le samedi 15 avril dans le bois de Vincennes. Wouhou, le loup, y es-tu? Ça me plaît de voir comment nous avons contaminé tout le monde, ils sont tous obligés d'aller au grand air. Dans le fief de Martine Aubry, le candidat du Front de gauche se lâche. Plus de 15 000 personnes sont venues assister à son discours. Emploi, écologie, Jean-Luc Mélenchon aborde tous les thèmes et en profite même pour clarifier la situation avec le PS. Pour lui, il est hors de question de passer un accord en vue des législatives. Ne m'énervez pas, hein? Ne commencez pas à me chercher avec vos histoires infâmes parce que ça va chauffer. Soyez polis avec nous. Soyez polis, soyez respectueux avec la masse du Front de gauche. Elle n'est pas à vendre, elle n'est pas à acheter. Nous avons parfaitement entendu ce qu'a dit Jérôme Cahuzac. Il dit, eh bien, le programme, c'est à prendre ou à laisser. Très bien, on laisse. C'est clair? Le ton est donné, et même s'il se chuchote que le PCF aurait déjà négocié des accords pour les élections de juin prochain, le temps n'est pas à la divergence. Pour Pierre Laurent, le vote utile, c'est donc clairement le Front de gauche. Mais le vote utile aujourd'hui, c'est celui qui va permettre de battre la droite, de faire reculer le Front National et d'installer vraiment la barre à gauche. Donc nous sommes très utiles pour faire ces trois choses-là. Vive la Révolution. Ah, vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon dans ce reportage. Ça nous a ramené Est-ce qu'il à en fait notre pas un peu jeunesse beaucoup? de voir une gauche si ringarde, si idéologique. Et ça nous ramène aux années du 68. Merci Mélenchon. Merci Mélenchon, c'est-à-dire il m'a enlevé 30 ans de ma vie. Pourquoi ringarde? Bah, évidemment ringarde, parce qu'elle n'a aucune solution concrète à proposer à la crise économique telle qu'on la vit aujourd'hui en Mélenchon, il en a, Europe. mais ils ne sont pas applicables. Vous êtes d'accord? Vous l'avez dit tout à l'heure, il ne peut pas gouverner. Non, il peut avoir des ministres au gouvernement, comme le Parti communiste a eu à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, certains ministres communistes, comme Fitterman, ont été de bons ministres, Fitterman au transport dans les années 80 avec Mitterrand. Donc, ils peuvent gouverner. Une fois qu'ils seront au gouvernement, ils feront le contraire de ce qu'ils disent aujourd'hui. La révolution, merci M. Mélenchon, on a déjà donné. Et la réalité est qu'il y a des électeurs à la gauche radicale, et M. Mélenchon hérite de ce réservoir électoral aussi parce que les Verts se sont totalement trompés de candidat, ont proposé un candidat impossible à voter, et donc il y a M. Mélenchon qui hérite de ce réservoir, il le gère bien, mais je parie que M. Mélenchon n'arrivera pas à la 3e place. C'est un pari, Jean-Noël Queneau. Je pense aussi qu'il n'arrivera pas à la 3e place, quoique j'ai assisté au meeting de la Bastille. Je veux dire que j'étais impressionné. Alors, gauche ringarde peut-être, mais il y avait un nombre de jeunes impressionnant. Et donc, ils captent aussi une bonne partie de cette élection. Il n'y avait pas que des vieux 68ards comme moi qui... Comme nous. J'ai vibré à l'international, ça m'a rappelé effectivement mes années de mai 68. Moi, j'ai arrêté de vibrer. Mais voilà, moi, François Hollande de ne pas faire rêver, lui, il fait rêver au moins. Il n'y a pas que ça. Il y a quand même quelque chose, il y a quand même un élan. Il a su créer un élan, et notamment la jeunesse. J'étais très, très étonné par le nombre de jeunes, parfois de très jeunes. Donc, qui n'auraient jamais été dans un meeting de François Hollande, bien entendu. Le phénomène Mélenchon, on en parle en Suisse, en Italie? Oui, beaucoup. Qu'est-ce qu'on en dit? Mais depuis déjà un moment. Moi, je suis Mélenchon depuis un bon moment parce que tout simplement, c'est le meilleur orateur de la campagne. C'est indéniable. Il est vraiment, il sait capter la foule. Enfin, je veux dire, il a quand même rempli la Bastille, il faut le faire. Hein. Et en Italie, c'est pareil, on s'y intéresse à Alberto? Non. L'intérêt pour Mélenchon est limité. Il y a eu l'intérêt. On s'intéresse à qui, en Italie, on s'intéresse à Carla Bruni et à l'histoire Mera. On s'est beaucoup intéressé aujourd'hui dans tous les campagne, quotidiens. non, on s'intéresse pas trop. Il y a des papiers sur la question de l'enterrement de Mera, mais à la campagne, oui, il y a eu des papiers sur Mélenchon, la possible 3e force. Là, certains journaux ont dit qu'il pourrait arriver à la 3e place. Vous n'y croyez je pas, crois pas un seul instant. Vous ne croyez à la place de 3e Moi, je crois pour Jean-Luc Mélenchon? peut-être à la 4e, mais je crois à la limite à la 4e. J'ai des doutes même sur la 4e parce que je pense que François Bayrou va récupérer un peu à la fin.
Mélenchon, qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui qui ne pose pas un problème pour François Hollande? Ce sera ça son véritable problème pour François Hollande? Ça sera de capter les voix de Mélenchon et d'essayer de négocier aussi avec le centre? Voilà, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un Mélenchon à 12%, à 13%, ça va. Pour François Hollande, à plus, ça pose un problème. Ça pose un problème. À 12, ça lui fait une réserve de voix. Donc il y a un moment donné, il ne faut pas oublier une chose. La force militante de Mélenchon, ce n'est pas le parti de gauche, c'est le parti communiste qui reste encore, qui a encore certains restes. Or, eux, ils ont envie d'une seule chose, c'est d'avoir le plus de députés possible. Et comme on peut avoir le plus de députés possible, c'est de s'allier avec les socialistes. Donc il y a un moment donné où les communistes vont dire, écoute, Jean-Luc, c'est gentil, camarade Jean-Luc, c'est très sympa. Maintenant, tu vas un peu mettre la pédale douce parce que on t'aime bien à 12%, un peu plus. Nous, on aimerait quand même négocier avec les socialistes. D'autant plus qu'il y a les communistes ont à gagner actuellement parce que l'accord, le pacte entre les socialistes et les Verts, je suis pas sûr qu'il va tenir. Hein. Donc, il y a du gâteau à prendre. Mais évidemment, il va falloir. Monsieur Mélenchon veut pas que l'on l'énerve, que les socialistes l'énervent. Il ne faudra pas non plus que Mélenchon énerve trop les socialistes. Donc, le risque finalement pour Mélenchon, c'est qu'il assure le service commercial, on va dire le service promo, et que ce soit les communistes qui recueillent les fruits derrière. Bien sûr, c'est eux qui vont recueillir sur le plan électoral, c'est eux qui vont recueillir. Et puis ils vont certainement pousser pour avoir des ministres. Pour toutes les forces qui ne sont pas les socialistes et les sarkozystes, cette campagne électorale n'est que le premier acte du vrai moment fondamental qui seront les législatives. Pour les Verts, pour les communistes, pour tout ce qu'il y a, même pour Bayrou même. Et le problème d'avoir une présence réelle à la prochaine Assemblée nationale. Et c'est là qu'il jouera. Là, c'est de la démagogie, c'est de la fiction, c'est de la politique fiction. Le vrai match se jouera au mois de juin. Alors, on reparle de cette fameuse place de troisième, si convoitée. Vous dites que peut-être François Bayrou peut l'avoir dans les sondages pour l'instant. Troisième, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, pardon. Quatrième, voilà. Peut-être Bayrou. Quatrième. Pour l'instant, François Bayrou n'est pas au mieux dans les sondages. Petite consolation peut-être, il est devenu cette semaine un homme très courtisé par l'UMP en vue d'un ralliement au second tour. François Bayrou et les sirènes de l'UMP, c'est un sujet de Joachim Robb. Résister, surtout ne pas céder au chant des sirènes. Les militants du MoDem rejettent les appels du pied de l'UMP. Aujourd'hui, Sarkozy n'est plus en situation de l'emporter tel que les choses se présentent. Donc du coup, il essaie un petit peu d'attirer notre base militante et notre électorat. C'est pas tellement nouveau, c'est le cas depuis de nombreux mois, à vrai dire. Et c'est vrai à gauche comme à droite, mais la ligne de conduite de notre candidat est toujours la même. Distancé dans les sondages, François Bayrou joue une partie serrée. Il n'apparaît plus comme le troisième homme de la présidentielle. Mais envisager une alliance, c'est reconnaître par avance une élimination au premier tour. Vous voyez bien que c'est un jeu qui est joué depuis un certain temps, tant par l'UMP d'ailleurs que par le Parti socialiste, qui consiste à faire en sorte que n'existe pas l'offre politique de François Bayrou. Ni droite ni gauche, le MoDem campe sur sa ligne, pas sûr que ses électeurs suivent. On voit bien que de plus en plus, les électeurs de François Bayrou au premier tour se reporteraient plutôt vers Nicolas Sarkozy que vers François Hollande au second tour. Un leader politique ne peut pas être totalement en désaccord avec son propre électorat. En 2007, François Bayrou avait renvoyé Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy dos à dos. Cette fois, il a promis de choisir. Alors François Bayrou, pour l'instant, il ne prend pas, comme on pourrait dire, d'une mayonnaise. C'est quoi? C'est le personnage lui-même? Ce sont les idées centristes qui n'ont pas trop de place dans cette campagne? La politique est aussi la science du pouvoir. Et François Bayrou fera ses calculs sur le côté sur lequel il a intérêt à gérer son alliance, à créer une alliance, et il fera ses calculs entre les deux tours. Il ne sait pas quelle sera sa force au premier tour, et son pouvoir de négociation dépendra aussi de sa force au premier tour. Mais je pense qu'il peut s'allier avec Sarkozy comme avec Hollande perfectement. Et ce que disent les sondeurs, je ne crois pas. Tout d'abord, ils ne savent pas qui sont les électeurs, s'ils penchent d'un côté ou de l'autre. En réalité, François Bayrou fera son intérêt de négociation entre les deux tours et pensera à son intérêt. Jean-Noël Queneau. Oui, pour moi, François Bayrou est flou à lier. Et il se lie d'ailleurs avec ce flou. On voit pas très bien où il va.
je n'arrive pas à croire à un personnage politique de premier plan qui n'arrive pas à avoir une équipe autour de lui. Parce qu'on voit toujours les mêmes, qui sont quand même des troisième ou quatrième couteau. Et oui, mais on peut être indépendant, mais avoir un peu l'esprit d'équipe, enfin être un meneur d'hommes, ça n'a pas l'air. Donc ça tient à sa personnalité. Alors oui, il a une personnalité qui est à ce moment-là un peu incompatible avec l'exercice du pouvoir politique. Je m'excuse. Il faut savoir être un meneur d'hommes, il faut savoir déléguer, il faut savoir s'entourer de talents. Et j'ai pas l'impression qu'il sait faire ça. Donc effectivement, c'est quand même un gros désavantage pour lui. En plus, effectivement, ménageant la chèvre, le chou, voire la crémière et le transporteur de bac, je me demande comment il va y arriver. Cela dit, bon, il représente quelque chose, c'est vrai, cette espèce de démocratie chrétienne française qui a toujours un peu existé. Un peu comme les communistes, hein. On n'arrive pas. Les fondamentaux français sont très vivaces. Le rappel de cette fameuse orthodoxie budgétaire dont vous parlez, Alberto Toscano, lui, il la prôné longtemps et il le rappelle à chaque occasion. La France est un pays où le total de l'impôt sur le revenu suffit seulement à payer les intérêts sur la dette. Dites-moi si ce pays n'a pas besoin d'une réforme dans le domaine. C'est pour ça que vous pensez qu'il peut remonter? C'est que la question économique va repasser. Oui, il négociera son alliance, sauf qu'il soit vraiment flou allié, il négociera son alliance entre les deux tours avec l'un ou l'autre candidat au second tour, et il va habiller sa future alliance, évidemment, par des contenus politiques. Et ces contenus politiques seront des contenus sur la base du réalisme économique et social. Allez, parlons à présent de la candidate d'Europe Écologie Les Verts. Eva Joly ne décolle pas, créditée au mieux de 2% des intentions de vote. Elle veut pourtant maintenir le cap. Eva Joly l'admet, elle a commis des erreurs dans sa campagne en marge de son déplacement dans le bassin d'Arcachon. Ce mercredi, la candidate s'est livrée à un véritable mea culpa. On l'écoute. Je sais bien que j'ai ma part de responsabilité dans le peu d'écho qu'on accorde à mes propos. Mais je sais aussi que le système met à l'index ceux qui veulent changer la règle du jeu. Le système ne s'y trompe pas. Si les attaques sont si violentes, c'est parce que je ne fais pas semblant. Ce que je dis, je le pense vraiment. Messieurs, Eva Joly, c'est la déception de cette campagne. Alberto Toscano, Jean-Noël Cueneau, qui veut commencer. C'est simplement un mauvais candidat. Mauvais candidat, mauvais choix. C'est un candidat invotable, c'est-à-dire... Est-ce que ça ne tient pas plutôt à un problème aussi pour Europe Écologie Les Verts, qui ont un problème avec cette élection présidentielle, qui font un certain pourcentage pour les élections législatives, voire européennes, mais pas à la présidentielle? Oui, c'est un peu l'inverse de Bayrou. Ils n'ont pas de tête, mais ils ont un corps. Il y a quand même des militants. Ils sont relativement bien. Il y a un parti. Ils sont relativement bien disséminés dans toute la France. Donc il y a une espèce de force militante qui existe, notamment par le tissu associatif. Mais alors les têtes, on n'a pas encore, elles ne sont pas encore apparues apparemment, ou alors quand elles apparaissent, effectivement, c'est genre catastrophe Eva Joly. Bayrou, c'est un peu l'inverse, il y a une tête, mais il n'y a pas de corps. Voilà. Donc, je ne sais pas si un jour les deux se rencontreront, devraient se marier. Ça devrait s'allier. Ça créerait peut-être un monstre, ou alors quelque chose un avorton politique. C'est pas qui met la tête et qui met le corps. Voilà, exactement. L'écologie, c'est quand même la grande oubliée aussi de alors l'écologie, ça c'est extraordinaire. Alors ça, parce que, je veux dire, Dieu sait si en Suisse, alors l'écologie, ça reste un domaine très, très, très prégnant. Et là, alors c'est ce qui étonne la Suisse, hein, c'est que l'écologie, on n'en parle pas. On n'en parle plus. En 2007, on en parlait beaucoup. Oui, il y avait le Grenelle de l'environnement. Je parlais de cette campagne présidentielle, si. On n'en a pas parlé au début, on n'en parle pas maintenant. Donc on n'en a jamais parlé de cette campagne présidentielle, peut-être dans les autres campagnes, mais celle-ci, pas. Il y a Fukushima, il y a une année, non, rien. Je suis allé quand même à pratiquement tous les meetings, rien. Mélenchon, oui. Assez habilement, Mélenchon parle beaucoup d'écologie, avec sa planification écologique. C'est pour récupérer des voix, vous êtes voilà, d'accord, alors c'est pour, effectivement, récupérer ces voix militantes, parce qu'il existe ce tissu associatif qui est riche,
Et chez les écologistes, eh ben, c'est maintenant Mélenchon qui est plutôt en train de le capter plus que les Verts. Encore un sujet dont on devrait parler, l'écologie. Je suis totalement d'accord avec mon collègue suisse. Mélenchon met du rouge dans le vert traditionnel français. Et les verts français qui auraient pu devenir une force politique importante, responsable, capable de regarder la France avec une perspective, sont en train de rater une occasion. Et ils vont payer un prix au moment des législatives parce qu'ils ont beau dire qu'ils ont négocié beaucoup de circonscriptions avec les socialistes. S'ils ont le 2 ou le 3% au présidentiel, je vais voir les socialistes qui leur donnent toutes les circonscriptions qu'ils ont promis aux Verts avant. Parce que là, ils sont largement gagnants de cet accord, beaucoup trop par rapport à leur poids électoral. C'est totalement irréaliste par rapport en fonction du rapport de force, c'est totalement irréaliste. Vous reconnaissez à Eva Joly une certaine honnêteté, parce qu'elle est quand même une des rares femmes politiques ou hommes politiques à dire je reconnais que c'est en partie de ma faute. Bien sûr, non, mais en politique, l'honnêteté, c'est la moindre des choses, c'est pas une qualité. Oui. Donc voilà, elle est honnête, bien sûr. Mais enfin, il manquerait plus qu'elle ne le soit pas. Enfin, c'est quand même été un juge d'instruction, donc on peut. Honnêteté, cohérence, tout ce qu'on veut. Mais être candidat présidentiel, elle n'est pas faite pour ça. C'est pas ma faute. Moi, je suis pas fait pour courir les 100 mètres. Elle n'est pas faite pour être candidat présidentiel. Bon. Je crois que son cas est désespéré. Bon, conclusion sur Eva Joly. Voilà, pour terminer cette émission, on va laisser la place aux électeurs. Que pensent-ils de la campagne et des candidats? Julia Lecorrec est allée poser sa caméra dans un bar PMU du 11e arrondissement de Paris. Voici ce que cela donne. Vendredi, le jour du marché sur le boulevard Richard Lenoir dans le 11e, Michael, c'est le boucher. Entre deux côtes d'agneau, il va en face, au Lutetia faire une pause et choisir son poulain. C'est assez garant. Moi, je vois Sarkozy finaliste. Et les candidats qui se présentent contre lui, je pense qu'ils sont beaucoup moins charismatiques et beaucoup moins sérieux que lui. La mascotte du troquet, c'est lui, Krief, un habitué qui vit dans le quartier depuis 49 ans. Un joueur aussi qui a une analyse assez personnelle de la course. Mais tant que juif français, je ne vote pas Le Pen. Mais il y a des mots qui disent la vérité. Mais je suis juif. Je n'ai pas le droit. Jules, c'est le poète, l'artiste du troquet. Nicolas Sarkozy, une source d'inspiration, apparemment. C'est pas nécessaire de mettre des talonnettes pour être grand. De passage aussi, Sylvia vient juste de se réveiller. Elle prend son café rapido avant de faire visiter des appartements dans le quartier. Maintenant, je crois que Hollande, il faudrait qu'il se risque. Il se risque à faire des gaffes. Quitte à être lui-même. C'est le parler cru, le parler vrai qui peut marcher, puisque les Français sont dans la souffrance vraie et dans la souffrance crue. Et du coup, les gens qui sont vrais, comme Mélenchon ou Le Pen, malheureusement, quelles que soient leurs idées, prennent le dessus. Donc si Madame Le Pen lance le thème du halal, on se fixe sur le thème du halal. Avant de parler de la viande halal, on peut parler si les gens mangent à leur faim chaque jour. Dans un coin de la salle, Yvonne, 70 ans. Avec sa petite retraite, elle joue dans l'espoir d'améliorer son quotidien. On parle beaucoup des jeunes et tout ça, mais on ne parle pas des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé et dont les retraites n'augmentent pas, mais les loyers, la nourriture augmentent. Ça, nous, on n'y arrive plus. Au Lutetia, finalement, pour les courses comme pour l'élection présidentielle, petit à petit, chacun choisit son favori. Jean-Noël Cueneau, vous avez vu rire à la répartie du monsieur qui dit la viande halal, c'est pas vraiment le problème. Il faudrait savoir si les gens déjà peuvent manger à leur faim. Oui, c'est exactement ça. Et je trouve cette remarque pleine de bon sens. Effectivement, on nous a quand même pas mal bassiné avec cette viande halal, alors qu'il y a quand même des problèmes plus urgents à régler, notamment celui de la dette, qui est vraiment très inquiétant. On sent beaucoup d'indécision. Voire sur l'écologie, par exemple. Oui. Voilà. Dans ce café-là, on sent beaucoup d'indécision. Ça rejoint quand même beaucoup ce que vous disiez. Cette campagne, les Français la regardent un peu perplexe. Et on ne peut pas dire la vérité. De toute façon, on ne veut pas dire la vérité. La vérité est que pendant ces derniers jours, la France, le gouvernement a dit avec triomphalisme le déficit à l'année 2011 a été seulement de 5,2%.
Mais 5,2%, c'est beaucoup plus que l'Allemagne. C'est beaucoup plus que l'Italie. C'est un déficit considérable. Le traité de Maastricht, voulu par la France, met la barre du 3% pour le déficit. Les engagements que la France a pris, donc 5,2%, c'est énorme. Et pendant les 5 ans de la présidence Sarkozy, la dette publique en France a augmenté de 40%. La dette publique en Italie a augmenté de 20%. Et pourtant, l'Italie va mal, et on le sait. Aujourd'hui, la dette publique italienne est de 1 900 milliards d'euros. La dette publique française est de 1 700 milliards d'euros. En termes de chiffres absolus, elle a presque arrivé à la dette au niveau italien. La situation, il faut intervenir sur l'économie, pour intervenir sur l'économie, dans un contexte d'une Europe... Les Italiens en ont tiré les conséquences politiques, hein, puisqu'ils se sont dotés d'un président du Conseil beaucoup plus orthodoxe que le précédent. Et quand on vous entend, Jean-Noël ou Alberto, on voit que l'économie est le thème principal, en tout cas pour vous. On a du mal, quand on voit ces Français, quand on les entend dans ce reportage, ça n'a pas l'air d'être leur thème principal pourtant. C'est comme si c'était mis d'accord de faire la campagne électorale dans un théâtre, en jouant une comédie qui est différente par rapport à la vérité. C'est comme si c'était mis d'accord de faire une autre campagne. Vous avez une parenthèse pendant 3 mois sur la campagne. Voilà. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a eu quand même certaines interventions qui montraient qu'effectivement, notamment celle de ce monsieur, que sur la réalité des choses, il nous a On parle plus du pouvoir d'achat que les questions économiques, de la dette, par exemple, comme le disait Alberto. Le pouvoir d'achat et l'économie sont totalement liés. Là, on était question de la dette ou voilà. Alors effectivement, mais c'est là où, enfin effectivement, on nous jette, on jette des paillettes, des paillettes, un peu pour cacher effectivement ce que sera l'avenir. C'est un avenir qui est sombre. Alors on aurait pu. Spectateurs pas convaincus. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à une abstention très forte? Je ne crois pas qu'il y ait l'abstention. Vous ne croyez pas à l'abstention? Non, non. Au premier tour, je dirais sans doute non, très forte. Au second tour, il y aura une partie des électeurs de François Bayrou, de Marine Le Pen et de la gauche radicale qui probablement s'abstiendront. La gauche radicale, je pense au parti trotskiste et tout ça. Et il y aura peut-être au second tour une abstention plus élevée, mais pas une abstention très forte. Alors vous êtes journaliste, qu'est-ce qui fera pour vous la campagne dans les prochaines semaines? Quels sont les reportages sur lesquels vous allez travailler, Jean-Noël Queneau, pour vous, pour la Suisse notamment? Alors écoutez, les reportages qu'on va faire, on les a déjà en partie faits, c'est les reportages sur la province, comment vit la France de tous les jours. Cela dit, comme l'actualité nous réserve son lot de surprises, il ne faut pas trop prévoir. Moi, je suis en matière de journaliste, je suis très... Voilà, il faut vous allez suivre les candidats? Oui, bien, enfin, c'est ce qu'on fait déjà depuis un moment. Oui, nous allons les suivre. Peut-être pas dans tous leurs déplacements, mais enfin dans leur principale ère d'ébrouement, quoi. Moi, je suis collaborateur de la radio de la RAI, donc j'interviens dans l'émission du matin, plutôt régulièrement, à dire un peu ce qui se passe ici, donc je donne plutôt la température de la situation en France. J'écris quelques papiers, quand j'écris ces papiers, j'essaie là aussi de donner une impression sur le contexte. L'époque où je partais en reportage dans toutes les villes françaises, pour l'instant, suspendu. Vous nous montrez donc quand même une France plutôt en difficulté, si on a bien compris. Je crois qu'on préfère ne pas voir les vrais problèmes. Merci messieurs d'avoir passé cette petite heure avec nous pour commenter l'actualité de la semaine. Ça fait plaisir. Et puis nous nous retrouvons la semaine prochaine, même lieu, même heure. Bon week-end à tous. Merci. Au revoir.